Soraya m'a dit quelque chose en préparant cet épisode qui m'a arrêté net. Elle m'a dit « Je n'ai jamais attendu qu'on me donne ma place. Je suis allée la prendre où personne ne m'attendait. » Et j'ai su que cette conversation allait être différente. Je m'appelle Marie-Clara. Mon invitée aujourd'hui, c'est Soraya, une Lyonnaise qui enseigne l'intelligence artificielle à l'Université du Texas à Austin, ainsi qu'à l'Université de McGill à Montréal, et qui prouve que la data science n'a ni genre, ni frontières, ni plafond. Bienvenue dans le clan. Avant d'entrer dans l'épisode, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. C'est grâce à vous que le clan grandit. Et si tu ne l'es pas encore, abonne-toi maintenant. Surtout si tu veux comprendre les sujets qui façonnent notre époque, sans te faire noyer dans le jargon. Il y a un de ces 3 mythes que tu crois encore, là, maintenant. 1. Que l'IA va remplacer tout le monde. 2. Qu'il faut savoir coder pour en tirer quelque chose. Et 3. Que les créatifs sont déjà dépassés. Garde ton chiffre avec toi pendant l'épisode et avant même d'écouter la suite, écris-moi 1, 2 ou 3 en commentaire. Lequel de ces mythes te semble encore vrai aujourd'hui? À la fin de l'épisode, on verra ensemble s'il a survécu ou pas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Dans nos outils, nos conversations, nos recherches sur Google, nos contenus, nos métiers, nos écoles, nos entreprises. On l'utilise parfois sans même s'en rendre compte. Et pourtant, pour beaucoup de gens, elle reste encore floue, intimidante, presque abstraite. On en parle comme d'une révolution, mais on prend rarement le temps de revenir aux bases. Qu'est-ce que ça change vraiment? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et surtout, comment faire pour ne pas simplement subir cette transformation, mais apprendre à s'en servir avec intelligence. Aujourd'hui dans le clan, j'ai quelqu'un que je voulais vraiment vous faire rencontrer. Mon invitée, Soraya, fait partie de ces personnes qui ne regardent pas l'intelligence artificielle de loin. Elle travaille dedans, elle l'enseigne, elle la met en pratique et surtout, elle sait l'expliquer sans la rendre inaccessible. Ce qu'on entend beaucoup moins souvent, c'est une femme qui a passé 15 ans à construire des systèmes IA dans des secteurs très concrets. La finance, la santé, les startups, le pharmaceutique. Aujourd'hui, elle enseigne à l'Université du Texas à Austin, ainsi qu'à McGill, à Montréal. Une Lyonnaise qui a traversé l'Atlantique et qui s'est retrouvée à l'un des carrefours les plus stratégiques du monde de l'IA. Ce que j'aime chez elle, c'est sa façon de ramener un sujet immense à quelque chose de compréhensible, d'utile, presque quotidien. Avec Soraya, on ne parle pas d'IA pour impressionner, on parle d'IA pour comprendre ce que ça change vraiment dans nos métiers, nos entreprises, notre créativité, notre façon de prendre des décisions et surtout reprendre un peu de pouvoir sur un sujet qui intimide encore beaucoup de monde. Soraya, bienvenue dans le clan. Merci beaucoup Marie-Clara. Avant de parler de modèles, d'algorithmes et d'agents autonomes, je veux qu'on parle de la personne qui les comprend de l'intérieur. Soraya, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te décrire en 3 phrases? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité de parler un peu plus de l'IA. C'est sûr qu'il y a beaucoup de conférences, beaucoup de présentations sur l'IA, mais c'est toujours intéressant de pouvoir s'exprimer soi-même sur le sujet, donc je te remercie. Alors pour me présenter assez brièvement, je dirais que je suis quelqu'un, dans le milieu on appelle ça un problem solver, c'est une expression anglaise pour dire quelqu'un qui s'intéresse à résoudre les problèmes concrets du monde réel et surtout dans l'industrie dans laquelle je travaille. Donc ça c'est très important parce qu'on part d'un problème et il faut le résoudre en utilisant tous les outils qu'on a à disposition et aujourd'hui on a de très beaux outils, n'est-ce pas, avec l'IA, donc c'est ce que je suis. J'ai beaucoup de curiosité.
aussi. Toujours ce besoin d'apprendre, de découvrir les nouveautés, de tester, de jouer moi-même avec les algorithmes, avec les techniques, etc. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on arrive à se parfaire aussi. Ça va très très vite, donc ça prend une curiosité, une veille technologique. Donc c'est ce que j'aime faire. Et après ça, je dirais qu'il y a quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est vraiment la persévérance. Parce que dans mon métier, en utilisant les modèles IA, il n'y a rien qui garantit que la solution qu'on va implémenter va marcher. Donc, il faut tester, il faut itérer, il faut réitérer. Des fois, on parle de plusieurs itérations. Et ça prend beaucoup de patience et beaucoup de persévérance aussi. Si on est le genre de personne à abandonner très vite, ça ne marche pas. Voilà. Exactement. Et merci pour cette bonne introduction. Commençons par le début. Lyon, la data science, et maintenant Austin, c'est un chemin qui ne s'invente pas. À quel moment tu as su que tu voulais travailler avec les données et l'intelligence artificielle ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais c'est un peu par hasard. C'est sûr que c'est impressionnant quand on parle de Lyon, Montréal, Texas, etc. À la base, j'étais destinée à être médecin. Donc, je me suis inscrite pour un parcours en médecine. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai pas fait long feu. Et heureusement, parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les ordinateurs que les corps humains, on va dire. En licence, j'ai étudié à Lyon et en licence, il y a une professeure qui avait été aux États-Unis qui a voulu ramener toute l'innovation en termes d'éducation et donc qui a proposé une licence en mathématiques et informatique du vivant, donc appliquée à tout ce qui est biologie. Donc, je me suis inscrite à cette licence-là et c'est intéressant parce que c'est là que j'ai découvert ce que c'est que de coder, la programmation orientée objet, raisonnement aussi, avoir une logique qui tient. Toutes ces choses-là qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir aujourd'hui comprendre l'IA et appliquer l'IA dans nos métiers. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est par hasard, parce que c'est pas comme si je me destinais à devenir data scientist. Des fois, on appelle ça aussi AI scientist. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. De toute façon, à l'époque, au fur et à mesure que j'avançais de la licence au master, on parlait plus de data mining et de machine learning que de data science, AI, Gen AI et tout ça. C'est au fur et à mesure du temps que c'est apparu. Donc moi, j'ai aimé les statistiques, j'ai aimé les mathématiques, j'ai aimé tout ce qui est programmation. Donc j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai vraiment aimé ce parcours-là. Et je suis contente que finalement, je suis tombée là-dedans. J'aurais pu faire de l'infographie ou autre chose. Ça, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai eu mon bac. Je me disais, je vais travailler dans l'infographie. Mais heureusement que je suis aujourd'hui dans un métier qui, à la fois, allie algorithmique et programmation. C'est magnifique. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'il ne reste pas enfermé dans un seul univers. Tu as travaillé dans la finance, la santé, les startups IA, puis le pharmaceutique. C'est beaucoup de secteurs très différents. Comment on garde un fil directeur à travers tout ça ? Alors, pour moi, le fil directeur, c'est les données. Les données sont partout. Aujourd'hui, même dans nos téléphones, il y a des gigabytes et des gigabytes de données exploitables. Donc, pour moi, c'est ça, vraiment le fil conducteur, c'est n'importe quel endroit où je peux analyser, utiliser des données pour résoudre des problèmes, je m'épanouis. Alors, après, c'est vrai que certaines personnes veulent s'attacher à un domaine spécifique. Il y en a qui sont plus ancrés finance, d'autres plus santé, etc. Moi, j'ai pris un peu ce que je trouvais. Dès qu'il y avait une bonne opportunité, une entreprise qui me permettait à la fois d'être bien équipée, parce que c'est important aussi d'avoir les outils qu'il faut, et qui me permettait aussi d'avoir des données et des bons problèmes, j'y allais en fait. Donc, je dirais que la finance... j'ai eu une bonne opportunité, je suis rentrée là-dedans et j'ai pu travailler, découvrir un peu les spécificités du secteur. C'est quand même un domaine compétitif, donc il faut être armé là pour travailler en finance. Et ils sont bien équipés, donc j'ai pu vraiment m'épanouir et développer un peu mes armes. Après, j'ai quand même une affinité particulière pour la santé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai voulu faire médecine et ça n'a pas marché, je ne sais pas, j'ai jamais su, mais la santé, ça me tient à cœur parce que c'est beaucoup plus proche de l'humain. Donc, j'ai voulu aller en santé. Alors, il faut savoir que le domaine de la santé n'est pas si avancé que ça en termes d'adoption des techniques avancées en analyse de données et en intelligence artificielle. Ça reste à défricher. Ils sont encore au balbutiement. Donc, je me suis donné un défi de rentrer là-dedans et d'amener toute l'innovation qu'il faut, d'enseigner le monde aussi. Donc, c'est pour ça que je suis allée en santé. Après,
par-ci, par-là, il y a des startups. Alors, des startups, c'est parce que c'est des bons domaines pour apprendre. On apprend très vite, on est très vite exposé aux nouveautés. Donc, pour rattraper son retard, il n'y a rien de mieux. Donc, j'ai fait 2 startups. Alors, le conseil que je donnerais quand même, c'est que, idéalement, ce serait bien de le faire en début de carrière plutôt qu'au milieu ou à la fin de la carrière, parce que c'est très demandant, c'est très intense aussi. Donc, voilà, c'est un peu par opportunité, par affinité, par amour aussi pour l'analyse de données, pour l'intelligence artificielle, pour les problèmes, que j'ai été un peu dans ces domaines-là. Et l'enseignement, ça m'est propre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je pense, dans une autre vie, j'étais enseignante, ou en tout cas, je travaille dans le métier de l'éducation. Quelque chose que j'ai toujours fait, même dans les petites classes et tout. S'il y avait une opportunité d'expliquer quelque chose à quelqu'un, je m'y attelais. Donc, c'est pour ça que l'enseignement ne m'a jamais vraiment quittée. Et si je pouvais trouver des opportunités d'enseigner l'intelligence artificielle, je fonçais. Donc, c'est un peu ce qui explique aussi mes implications à McGill et à l'Université de Texas. C'est venu tout naturellement, alors? Tout naturellement pour l'enseignement, oui. Ok. Et justement, dans ce fil-là, il y a un moment où l'IA change de nature. On ne parle plus seulement de données ou de modèles classiques, mais de LLM et d'IA générative, de nouveaux usages. La transition vers la spécialisation en LLM et IA générative, c'est arrivé comment? C'était un choix délibéré ou quelque chose qui s'est imposé à toi? Ça, c'est intéressant comme question, parce que là, on est en train de couvrir un peu toute l'évolution de l'IA. Alors, je vais éviter de commencer depuis le 19e siècle, parce qu'on n'est pas là pour un cours d'histoire sur l'IA, mais déjà, à partir du moment où moi, j'ai étudié, comme je disais tout à l'heure, on parlait de data mining, on parlait de machine learning. Ça, c'était vers les années 2010, on va dire, quand je sortais du master. Avec le temps, on a commencé à parler de réseaux de neurones. Ensuite, on a parlé de donc réseau de neurones, deep learning. Après, on a parlé de reinforcement learning. Après, on a parlé de big data. Donc, au fur et à mesure, il y a comme des vagues de nouveautés. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que, pour moi, tout ça fait partie de l'intelligence artificielle. C'est des facettes, mais ça fait partie de l'intelligence artificielle. À partir du moment où on parle d'entraîner une machine à raisonner par elle-même, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, la transition vers tout ce qui est LLM, Gen AI, en gros, c'est une transition sans être une. C'est-à-dire que les réseaux de neurones, je savais déjà, je les utilisais déjà, je sentais que c'était très efficace pour résoudre certains problèmes. Et dans tout ce qui est LLM, finalement, en back-end, c'est des réseaux de neurones aussi. C'est juste que c'est des réseaux de neurones super puissants. Donc, moi, j'ai transitionné plus dans le sens d'utiliser ces nouveautés-là. Mais la connaissance, elle a suivi, en fait. Il n'y a pas eu besoin d'une grosse transition. Il faut juste se mettre à la page un peu, parce que derrière les LLM, on parle de transformers. Ça, c'est vraiment un type d'algorithme vraiment spécifique de réseau de neurones. Et c'est très, très puissant. Et il faut comprendre ça, en fait. Donc, je dirais que... Alors, je rigole un peu, ça me fait sourire un peu, parce que j'ai toujours cru que tout ce qui touchait à tout ce qui est NLP, Natural Language Processing, tout ce qui est text mining et tout ça, j'ai toujours pensé que c'était une science approximative. Donc, je ne me suis jamais vraiment intéressée beaucoup à ça, jusqu'au jour où je me dis, mais tiens, il y a des transformers derrière, donc ça doit être beaucoup plus exact que ça. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu plus. Et de toute façon, pour pouvoir l'enseigner, il faut que je comprenne. Donc, ne fût-ce que pour l'exercice de l'enseignement, il fallait que je comprenne. Mais même pour moi, je me suis rendu compte que non, c'est pas approximatif, c'est même très, très précis. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à l'utiliser. Et je dirais que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est-à-dire, en fonction des use cases, des problèmes à résoudre, il y a toujours une facette de Gen AI qu'on utilise, etc. Donc, je connais pas tout non plus. Mais c'est vraiment avec l'exposition que je découvre et que j'apprends. Donc, de manière naturelle, mais j'ai dû quand même un peu corriger ma vision de tout ce qui est NLP. Tu as dû désapprendre pour mieux embrasser ce nouveau paradigme. C'est ça. J'ai dû apprendre à aimer quelque chose que j'avais mis de côté un peu par a priori, mais c'est jamais bon d'avoir des a priori dans ce domaine-là, dans ce milieu. Et pendant que la technologie évolue, toi aussi tu changes de décor.
Comment une data scientist de Lyon se retrouve à enseigner à l'université du Texas à Austin? Et je veux la vraie version, pas celle qu'on voit sur LinkedIn. Alors, oui, ça peut faire une jolie histoire, là, mais dans le fond, c'est par hasard aussi. Par hasard parce que moi, j'ai un travail, ici on dit 9 to 5, j'ai un travail corporatif dans tout ce qui est IA et tout ça, et ça marche très bien. Maintenant, cela dit, j'ai toujours eu ce côté enseignement et tout ça. Donc, il y a eu cette opportunité qui s'est d'abord présentée avec McGill, qui était une opportunité qui s'était présentée vraiment il y a plusieurs années, mais j'avais remis de côté un peu parce que qui dit enseigner dit préparation en amont, ça prend du temps, etc. Et je ne me sentais pas prête. Mais la personne, en tout cas le directeur de McGill, a été très patient parce qu'il a continué à me relancer sur le sujet et j'ai dû accepter. Et j'ai dû accepter pendant la Covid. Donc, j'ai commencé avec McGill, en fait, avant même d'arriver à Texas. J'ai fait 2 années avec 2 cohortes d'étudiants, à peu près 18 étudiants par cohorte. Je les ai accompagnés à résoudre des problèmes en intelligence artificielle, des problèmes du monde réel. Et ça a été à peu près 1 année, environ 9 mois, j'exagère un peu, mais environ 9 mois où je les ai accompagnés. Et j'ai aimé cette expérience. Il y a quelque chose de très gratifiant à travailler avec des gens qui sont motivés et qui sont prêts à utiliser ce qu'ils ont appris. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un peu plus de ça, en fait, de l'enseignement. Et donc la 2e année avec McGill, c'est là où j'ai pris un 2e mandat d'enseignement avec l'Université de Texas, mais c'est pas directement, c'est au travers d'une plateforme qui me mettait en contact avec des personnes qui se sont inscrites en formation continue à l'Université de Texas à Austin. Et là, on parle d'un public qui est complètement différent. C'est pas des étudiants de master comme à McGill. Là, c'est des personnes en formation continue, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu un premier volet de carrière. Ils ont déjà eu une première vie où ils ont accompli tout ce qu'ils voulaient accomplir. Et là, ils veulent rattraper un peu le retard en AI, découvrir le AI et pourquoi pas travailler dans le AI. Et donc, ces personnes-là, à peu près une trentaine, c'est des personnes d'un certain âge, mais donc l'explication, la manière d'aborder le sujet est quand même un peu différent, mais c'est toujours gratifiant. Donc j'ai aimé ces expériences-là. Alors je dirais que pour moi, le corporatif plus l'enseignement, j'étais comme un poisson dans l'eau. Tout allait bien. Je dirais la seule chose, c'est que ça demande quand même beaucoup de préparation et il y a une charge de travail qui s'est naturellement imposée à moi. Donc j'ai dû apprendre aussi à faire un peu de pause aussi. C'est bien de chasser de rêves, mais des fois il faut aussi avoir la sagesse qu'il faut. Et qu'est-ce que Montréal t'a donné que Lyon ne pouvait pas te donner? Si on parle de Montréal m'a donné une exposition à l'intelligence artificielle, une exposition aux nouveautés. Dès que ça sort aux États-Unis, on est tout de suite exposé à Montréal. Je pense que la proximité par rapport aux États-Unis aide beaucoup. Donc je dirais qu'à Montréal, les centres de recherche, il y a un institut de recherche très connu, le MILA, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres endroits aussi où il y a beaucoup de recherche. Il y a des conférences en intelligence artificielle, il y a des sommets, il y a beaucoup de curiosité par rapport à l'intelligence artificielle et beaucoup de travaux qui sont déjà faits. Donc, si on est un peu curieux et qu'on s'intéresse un peu au domaine, on peut très vite trouver une masse d'informations et d'expositions. Donc c'est ça ce que ça m'a apporté par rapport à Lyon où de toute façon à Lyon j'étais plus en mode étudiante et je sortais un peu de l'école tout de suite derrière. Donc j'avais une exposition qui était un peu moindre, on va dire. Aujourd'hui je ne sais pas ce que ça donne à Lyon, à quel niveau on est rendu. Donc ce serait intéressant quand même d'aller voir ce qu'ils ont de leur côté. Ton parcours est impressionnant, mais je veux aussi parler de ce que ça demande intérieurement, de faire sa place dans des milieux où on n'est pas forcément attendu. Comment tu vis au quotidien le fait d'évoluer dans un milieu encore très masculin? Est-ce que tu as déjà senti le besoin d'adapter ta posture pour être prise au sérieux? Oui, tout à fait. Alors, ça reste un défi, mais moi, je pars du principe que je sais ce que je fais, je m'assure de bien faire ce que j'ai à faire. Je m'assure aussi de bien m'exprimer pour traduire le travail que je fais.
mérité la place que j'ai. En fait, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Ça m'est pas tombé dessus non plus. Donc, à partir du moment où je me dis j'ai les connaissances, l'expérience, l'expertise qu'il faut, je n'ai pas à me sentir mal à l'aise d'être là. En fait, j'occupe la place que je dois occuper comme il faut. J'ai ma place au même titre qu'un homme. J'ai travaillé pour, je l'ai mérité et je m'affirme et voilà. Après, c'est sûr que dans la réalité, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on est constamment des fois challengé par rapport au fait que justement on est entouré d'hommes et que souvent on n'a peut-être pas la possibilité d'être entendu comme il le faut. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est juste s'affirmer, s'exprimer un peu plus, et répéter s'il le faut. Et ça, c'est des choses que j'ai appris à faire. Et c'était pas le cas au début de ma carrière, mais avec le temps, j'ai dû apprendre à m'affirmer. Mais ce que je veux dire, c'est que à la fin de la journée, l'intelligence artificielle, comme n'importe quel autre métier dans l'informatique, ça ne doit jamais être une question de genre. Quand on remonte dans l'histoire, encore une fois, je ne veux pas faire de cours d'histoire, mais les grosses avancées après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les grosses avancées en vue comme personnes qui ont travaillé dedans, des femmes. En fait, c'est des femmes qui ont vraiment contribué à découvrir, développer vraiment l'intelligence artificielle dans le temps. Je peux citer quelques noms. Je veux dire, moi, j'aime Grace Hopper, Ada Lovelace. Je peux citer ces deux-là parmi tellement d'autres. Ce sont un peu mes icônes, en fait. Je les vois vraiment comme des personnes exemplaires parce que dans le temps, c'était bien plus compliqué qu'aujourd'hui de s'affirmer en tant que femme et surtout en tant que femme de couleur dans un domaine aussi avancé que l'informatique. Donc pour moi, c'est des icônes. Jusqu'aux années 70, vraiment, elles avaient une grosse présence, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme ou un homme qu'on ferait mieux ou moins bien le travail. Le plus important, c'est la patience, c'est l'éducation et c'est la volonté d'apprendre et de contribuer. Ce que tu dis touche à la posture, à la légitimité, à la façon dont on entre dans une pièce. Et comme tu enseignes aussi, tu as une vue très intéressante sur la génération qui arrive. En tant que prof et experte, est-ce que tu vois une différence dans la façon dont les femmes et les hommes abordent l'IA? Et qu'est-ce qui freine encore les femmes aujourd'hui? Ça, c'est une très, très bonne question. Vraiment, on met le doigt sur quelque chose de très, très concret. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé qu'avec le temps, les femmes prennent de plus en plus leur place dans tout ce qui est informatique en général et intelligence artificielle en particulier. Surtout avec l'arrivée de la Gen AI, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont investies dans des tâches qui touchent à ce genre d'activité. Donc, avec le temps, ça se fait, mais c'est quand même, ça reste à développer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs, je pense aux startups, mais je pense plus aux startups dans lesquelles j'ai travaillé, où on manque encore de femmes. Donc oui, la manière d'aborder l'intelligence artificielle, elle est différente dans ce sens-là, mais aussi dans le fait que l'approche n'est jamais vraiment la même. Moi, j'ai remarqué qu'un homme qui maîtrise quelque chose, il va le faire savoir. Un homme qui maîtrise les nouveautés en intelligence artificielle, il va en parler, il va le faire savoir. Une femme reste discrète, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Elle maîtrise très bien son sujet aussi, peut-être même mieux que d'autres. Mais c'est juste qu'il y a un retrait, il y a une humilité aussi peut-être, on peut l'appeler comme ça, qui fait qu'on l'entend un peu moins. Alors le problème, c'est qu'il y a un a priori qui se crée. Et tout ce qui est management, tout ce qui est directeur, ils pensent que l'homme c'est mieux. Donc c'est juste ces choses-là que moi je pense qu'il faudrait, je sais pas, améliorer ou alors peut-être aux femmes de s'affirmer un peu plus aussi. Peut-être ça va aider, j'imagine. Tu viens mettre le doigt sur quelque chose de très important. Et du coup, ça me pousse à te poser une autre question. Si tu devais changer une seule chose dans l'industrie, ça serait quoi ? Alors c'est ça, c'est vraiment que on donne la même opportunité aux femmes et aux hommes de travailler sur des beaux projets, sur des tâches qui utilisent l'intelligence artificielle, et aussi aux femmes de vraiment aller saisir les occasions et puis s'exprimer et puis montrer qu'elles sont capables. Il n'y a pas de raison de ne pas s'investir autant que les hommes. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et ce sujet dépasse évidemment les individus. Il y a aussi l'écosystème autour. On parle des universités, les lieux où l'IA se construit. Et Montréal, là-dessus, a une place très particulière. Elle est le hub IA majeur avec le Mila. Est-ce que c'est un vrai moteur d'innovation ou parfois juste une bulle? Et est-ce qu'on construit vraiment l'avenir de l'IA ici, à Montréal? Moi, je pense que oui. Alors peut-être que je suis un peu biaisée parce que j'aime bien le Mila et le travail qu'ils font, mais je pense que oui. À Montréal, effectivement, cet institut de recherche fait beaucoup parce que c'est pas juste de la recherche, il y a aussi la formation. Il y a des étudiants qui sont formés, qui sortent de cet institut-là. Et il y a aussi un travail de collaboration avec des entreprises. Ça, j'ai découvert récemment, où des chercheurs travaillent en collaboration avec des entreprises pour pouvoir aider à l'adoption de l'AI, en fait, en industrie. Donc, oui, moi, je pense que il contribue vraiment à l'évolution de l'acceptation du AI. Il démocratise vraiment cette notion de AI parce que ça peut faire peur aussi des fois. Mais le fait de vraiment présenter des sujets et des façons de résoudre des problèmes, des solutions au travers de l'AI, ça permet aussi de se rendre compte que, OK, c'est pas sorcier, on peut l'utiliser. Donc, ça contribue. Après, je dirais que les grosses entreprises comme OpenAI, pour ne citer que OpenAI et Google et Anthropic, par exemple, c'est eux qui sortent les modèles. C'est eux qui entraînent les modèles parce qu'ils sont équipés pour. Donc, le Mila ne serait peut-être pas l'endroit où on sortirait le dernier modèle, dernier cri que le monde entier va utiliser. Par contre, le Mila fait beaucoup pour sortir des algorithmes pour des problèmes spécifiques utilisés dans les entreprises ou en centre de recherche. Donc, je pense que l'ensemble crée vraiment un bon écosystème. Maintenant qu'on comprend mieux la personne derrière l'expertise, j'aimerais qu'on fasse exactement ce que tu sais très bien faire, rendre l'IA compréhensible pour tout le monde. C'est aussi ce qui m'a vraiment donné envie de t'inviter aujourd'hui. Le rapport Stanford Index 2025, publié par Human Centered Artificial Intelligence Institute, est une étude de référence mondiale mesurant les progrès, l'économie et l'impact de l'intelligence artificielle. Les données clés de ce rapport mettent en lumière une IA plus rapide, plus abordable, largement adoptée par les entreprises et devenue un enjeu de souveraineté nationale. Et je cite, « L'IA est passée de laboratoire à l'usage quotidien, soit 78% des organisations déclaraient utiliser l'IA en 2024 contre 55% l'année précédente. Si tu devais expliquer simplement ce qu'est un LLM à quelqu'un de totalement non technique, tu dirais quoi ? Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent, d'expliquer à un enfant de 5 ans, par exemple, ce que c'est qu'un LLM, ou à ma grand-mère, tu sais. Un LLM, alors, c'est un acronyme, Large Language Models. C'est d'abord et avant tout un algorithme qui est très puissant, qui a été entraîné sur une masse d'informations. Alors, moi, j'appelle ça un corpus. C'est entraîné sur tout Internet et plus. Et qui permet d'apporter vraiment la réponse la plus juste ou la plus plausible possible à une question particulière qui est posée. Mais ce n'est pas juste un algorithme, c'est tout un système en fait. C'est un système qui permet justement à partir de la connaissance et des patterns, parce que le mot-clé ici, c'est pattern, c'est vraiment de comprendre les patterns dans cette masse d'informations et de données. À partir de ces patterns-là, le LLM est capable de répondre de manière assez proche de l'humain, du langage humain. Et c'est ça qui rend le système, ou en tout cas l'algorithme, très très puissant. Alors, Large Language Models, large parce que justement c'est entraîné sur une large source de données. Language parce que c'est assez proche du langage humain. Et Models parce que ça reste quand même une formule mathématique, on va dire, très très puissante, qui permet de deviner le prochain mot ou le prochain token pour apporter la réponse. Donc,
Un LLM, c'est ça en fait. Donc derrière tout ce qui est GPT, ChatGPT, tout ce qui est Claude, tout ce qui est Gemini et autres, pour ne citer que cela, c'est des LLM en fait qui sont très très puissants. Et pourquoi, malgré leurs usages massifs, peu de gens comprennent vraiment ces outils-là? Parce que moi, je pense que il y a 2 niveaux de réponse à ça. Le premier niveau, c'est que les gens l'utilisent plus en façade, ce que j'appelle en façade, c'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple de ChatGPT, c'est sorti en 2022, tout le monde était intéressé à jouer avec, en fait. Donc, les gens jouent plus avec, plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Comment ça se fait que c'est si intelligent? Comment ça se fait que ça se trompe? Des fois, ça se trompe. Donc, les gens ne se posent pas la question, et puis, ils n'ont peut-être pas à se poser la question non plus. C'est-à-dire, monsieur et madame lambda n'a peut-être pas besoin de se poser la question de ce qu'il y a derrière. Mais monsieur et madame lambda représentent une grosse partie de ceux qui l'utilisent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois un manque de compréhension. Le deuxième niveau de réponse, c'est aussi que c'est sorti du monde académique très très vite. C'est-à-dire que tout ce qui est réseau de neurones et tout ça, même les chatbots, ça existait avant 2022. Dans les années 90, on avait déjà des chatbots et même avant, je pense. Mais c'est sorti du cadre académique pour être rendu public. À partir de ce moment-là, ça va vite en fait. Il y a la compétition qui va se créer et tout ça. Et comme ça va vite, les gens, ils n'ont pas le temps de comprendre tout du LLM, tout de ce qu'ils utilisent. Certains ne savent même pas ce que c'est qu'un modèle, certains ne savent même pas ce que c'est qu'un LLM. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise compréhension un peu de l'outil. Je pense que c'est assez normal, vu la rapidité d'évolution. Donc si je résume, on a des modèles capables de comprendre et générer du langage, mais l'étape d'après, c'est quand ces modèles commencent à agir, planifier, enchaîner des tâches. Et là, on arrive à l'Agentic AI. C'est le mot qu'on entend d'ailleurs de plus en plus, mais que peu de gens comprennent vraiment. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret dans la vie d'un entrepreneur ou d'un marketeur? Alors, effectivement, ça sonne un peu science-fiction, là, Agentic AI, mais dans le fond, c'est des agents. Alors, ce qu'on appelle agents, finalement, c'est des bots, en fait. C'est vraiment des processus qui permettent de faire le travail à notre place et qui permettent aussi de raisonner. Donc, si on comprend ça, on se dit qu'un agent, on peut l'utiliser, par exemple, quand on est entrepreneur pour la tâche la plus simple, je dirais par exemple, nous rédiger un email à notre place ou aller récupérer des informations de nos emails, de notre calendrier, etc. pour ensuite, en prévisionnel, nous dire quoi faire dans la journée. Donc, nous donner un peu le calendrier de notre journée. Ça peut être aussi un assistant virtuel avec qui on discute et qui nous permet justement de gagner du temps, etc. Donc, il y a beaucoup d'usages. En entreprise aussi, on en fait un usage vraiment assez intéressant et important. Donc, c'est ça. Je dirais que selon la tâche répétitive qu'on veut éviter de faire, on peut y mettre un agent. Et quels sont les risques concrets qu'on ne mentionne pas assez? Alors, pour avoir joué avec des agents et vraiment challenger l'agent jusqu'au bout, un des premiers risques dont beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais que les gens commencent à comprendre petit à petit, c'est le degré d'hallucination. Alors, on dit qu'un agent hallucine, on dit que l'intelligence artificielle hallucine. Ce que ça veut dire, c'est que des fois, l'agent nous donne une réponse qui sensiblement semble être très juste et semble très, très humaine, mais en fait, c'est tout faux. Ou c'est une recommandation qui n'a rien à voir. Donc, c'est ce qu'on appelle hallucination. Et ça, c'est dangereux parce que si on construit tout un système basé sur des agents orchestrés et que finalement, on base nos décisions sur ces hallucinations, ça va nous coûter cher en fait. Donc, ça, c'est vraiment un des gros risques. Alors, cela dit, il y a quand même beaucoup d'efforts de nos jours
les mises en mer là, de ces LLM sont en train de vraiment travailler dur pour réduire le niveau d'hallucination. Il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées aussi pour justement améliorer la qualité de réponse des agents. D'ailleurs, une étude publiée par McKinsey, State of AI 2025, mentionne que les agents IA attirent fortement l'attention. Donc ça confirme ce que tu disais. Mais beaucoup d'organisations restent coincées au stade pilote. Pourquoi l'IA impressionne en démo, mais l'adoption échoue souvent dans la vraie vie? Parce que c'est très facile de faire une démo. C'est très facile de designer une solution avec des agents. Ça prend quelques heures. Sur n'importe quelle plateforme, n'importe qui peut à peu près réussir à designer une solution avec un agent et on en met plein les yeux et on impressionne la galerie, c'est très facile. Par contre, construire un système qui s'imbrique dans un système existant en entreprise, qui prend en compte les considérations en termes de confidentialité de données, en termes de gouvernance de données, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. C'est là où, en fait, on est un peu coincé parce que ce qu'on appelle les preuves de concept, ça, on peut les monter assez vite, mais ensuite, avoir un système qu'on va utiliser sur la durée, qu'on va mettre en production et qui vraiment s'aligne avec les standards de l'entreprise, là, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que souvent, ça échoue parce que on crée de l'attente en mettant vraiment plein les feux les agents. Du coup, les décisionnaires demandent d'adopter justement ces agents-là, mais après, quand on arrive à la mise en production, là ça marche pas. Donc, ça crée vraiment une désillusion, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment se poser déjà les bonnes questions dès le début. C'est-à-dire, OK, je dois créer un système avec des agents. Est-ce que déjà j'ai ce qu'il faut et qu'est-ce que j'ai déjà dans mon existant que je dois prendre en compte avant de construire et de designer ma solution. Ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est en équipe que ça se décide. Et évidemment, entre la belle démo et la vraie vie, il y a deux mondes. C'est là qu'on arrive à quelque chose de moins sexy, mais certainement plus important, les systèmes, les données, la gouvernance, les pipelines. Tu travailles sur des pipelines IA dans le pharmaceutique. Pour quelqu'un de non technique, c'est quoi un pipeline IA et pourquoi c'est essentiel? Alors, un pipeline, il y a deux niveaux de réponse là aussi. Si on parle à quelqu'un qui est en train de coder, pour la personne, un pipeline, c'est un ensemble de modules Python qui permettent justement de créer tout un raisonnement et de calcul pour arriver à présenter un résultat. Ça, c'est un pipeline dans notre code base, ce qu'on appelle la code base, c'est-à-dire là où on sauvegarde nos codes Python. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une pipeline, alors des fois on dit une ou un selon les pays, mais une pipeline, c'est vraiment toute une architecture, en fait, qui permet de récupérer les données, de les travailler, de les nettoyer, de les sauvegarder dans une base de données et ensuite de les interroger, de les utiliser pour faire des calculs et ensuite de faire tout le travail avec le code Python et ensuite de sauvegarder ça sous forme de dashboard, sous forme de rapport, sous forme de API, sous forme de fichiers aussi des fois. Malheureusement, on est encore sur des fichiers des fois. C'est ça. Donc, c'est vraiment le flow de bout en bout. C'est ça, toute une pipeline. Alors, évidemment, il y a des interdépendances. Évidemment que si ça casse quelque part, ben, ça marche pas. Et ça prend effectivement aussi des architectes de données, des machine learning engineers, des data scientists sur la table, pour ne citer que ces trois-là, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui rentrent en jeu pour créer la pipeline parfaite. Pourquoi on parle de pipeline IA? C'est parce que là-dedans, effectivement, on utilise tout ce qui est IA, à la fois pour la partie calcul, la partie data science, mais aussi en amont. C'est-à-dire pour la partie engineering, pour la partie solution architect aussi. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qu'on utilise pour faciliter ou accélérer le travail. Donc, ça se veut vraiment un flow complet qui utilise au maximum les outils d'intelligence artificielle pour présenter quelque chose de qualité. L'équipe Nanda du MIT, Massachusetts Institute of Technology,
a réalisé une étude appelée GenAI Divide 2025 et celle-ci dit que 95% des projets IA en entreprise peinent à générer un impact financier mesurable. Si une PME voulait commencer à construire le sien, par quoi elle commence ? Première chose, il faudrait avoir une équipe solide de personnes avec un profil technique très très bon, c'est-à-dire des personnes qui savent ce que c'est que l'intelligence artificielle pour l'avoir utilisée, qui sont très techniques. Donc là, je parle de data scientist, je parle de tout ce que je citais tout à l'heure, machine learning engineer, je parle de solution architect, je parle de toutes ces personnes-là qui sont capables de vraiment construire cette solution dont on parlait tout à l'heure. Donc l'équipe, c'est très important, il faut avoir une bonne équipe. Mais ça prend aussi ce qu'on appelle un business developer, c'est-à-dire une personne qui va aller chercher les problèmes parce que ça ne sert à rien d'être capable de créer des pipelines s'il n'y a pas de problème à résoudre. Donc, il faut un problème. Donc, c'est là où le business developer, son travail, c'est vraiment d'aller récupérer des problèmes auprès des gens qui voudraient une solution basée sur l'IA. Donc, ça prend vraiment ces deux types de métiers-là, on va dire l'aspect technique plus l'aspect business. Et ensuite, moi, je dirais que ça prend aussi vraiment de la curiosité et de la veille technologique. Je l'ai mentionné vite fait tout à l'heure quand je parlais de moi, mais c'est applicable à tout le monde. Toute PME doit être capable de suivre les avancées en matière d'intelligence artificielle. Parce que pour garantir le succès de l'entreprise, si on est en retard, là, on perd en bénéfices, on perd en clients aussi. Donc, pour attirer la clientèle et pour avoir aussi un bon bénéfice, c'est assez important. Donc, je dirais que c'est un peu une combinaison de bonne équipe, solide, problème à résoudre et veille technologique. Et une fois qu'on comprend l'infrastructure derrière, on peut mieux comprendre pourquoi tous les outils ne se valent pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent ChatGPT, Claude, Gemini, Grok ou encore Sakana Fugu, qui vient tout juste de sortir dans le même panier. Alors qu'ils n'ont pas exactement les mêmes forces, est-ce que tu peux nous donner les vraies différences en termes simples ? Alors, je suis d'accord que ce n'est pas les mêmes. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est une seule entreprise qui a créé tous ces modèles. Et ça, c'est complètement faux, bien évidemment. Alors, ils sont différents. Pourquoi ? Parce que moi, je dis toujours en rigolant que ces modèles-là n'ont pas la même personnalité. Et ils ne sont pas utilisés pour les mêmes besoins. Alors, pour commencer avec les Big Four, donc Claude, Gemini, GPT et puis XAI, je dirais que Claude est très très bon pour tout ce qui est utilisation d'une large quantité d'informations et surtout est très capable de générer une réponse qui est très proche de l'humain, c'est-à-dire une réponse qualitative, quasi irréprochable souvent. Et donc Claude, c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est par exemple pour les codes, pour générer un code, pour générer un texte, pour résumer, pour répondre à des questions. Toutes ces tâches textuelles avec une qualité humaine en fait. Donc Claude, c'est plus pour ça que c'est intéressant. Et aujourd'hui, Claude est très très puissant dans ces tâches-là. ChatGPT est bon pour tout ce qui est général. On peut lui poser n'importe quelle question et ChatGPT est capable de répondre assez facilement. Donc pour des tâches assez générales, assez grand public, je dirais, on peut utiliser ChatGPT. Gemini est très ancré à l'écosystème Google. Donc, en général, si on utilise n'importe quel outil Google, on aura Gemini qui vient avec. Je trouve que Gemini est très bref et concis par rapport à ChatGPT. Beaucoup de personnes l'utilisent justement pour avoir des réponses qui ne caressent pas forcément dans le sens du poil. À l'opposé de GPT qui va toujours essayer de nous contenter et nous rendre heureux avec sa réponse. Gemini est plus direct et un peu plus incisif, on va dire. Ça reste quand même un modèle, donc ça peut aussi quand même halluciner, mais c'est ça. Et XAI, plutôt utilisé dans un contexte de réseaux sociaux, pour les nouvelles, des choses comme ça. Ça a ses limitations aussi. Il y a aussi un peu quelques histoires avec XAI
qui le rendait un peu pas très recommandable sur certains aspects-là, de génération d'images, etc. Mais voilà, donc chacun a sa couleur, chacun a sa personnalité. Donc il faut en faire un usage entre guillemets intelligent. C'est-à-dire que si je travaille sur un code et que je veux générer un code, je ne vais pas aller m'amuser avec CI par exemple. Et toi, dans ton travail quotidien, lequel tu utilises et pourquoi ? Moi, c'est Claude Opus actuellement. Je suis vraiment sur Claude Opus. J'ai comparé Claude Sonnet et Claude Opus et j'ai trouvé que Opus me donnait de bons codes. Je l'utilise pour générer un code que ensuite je corrige ou j'améliore ou j'ajuste à mon besoin et aussi pour des présentations. World Economic Forum a publié une étude The Future of Jobs 2025 qui dit que 86% des employeurs s'attendent à ce que l'IA et le traitement de l'information transforment leur entreprise d'ici 2030. Soit 39% des compétences de base devraient changer grâce aux outils. Et peu importe l'outil qu'on choisit, il reste une question très concrète pour les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se servir de l'IA efficacement quand on n'est pas technique ? Et comment éviter les dérives comme le shadow AI en entreprise ? Ça, c'est une question à $1 million. Elle mérite d'être posée. Je vais donner mon opinion personnelle. Et ça se peut que certaines personnes ne soient pas d'accord, mais j'assume ma réponse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut utiliser l'intelligence artificielle intelligemment, et le mot-clé, c'est vraiment efficacement et intelligemment, ça prend un minimum une connaissance et une bonne compréhension de ce que le modèle fait. Alors, je ne m'attends pas à ce que la personne sache coder. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit experte en Python ou qu'elle arrive à expliquer comment un transformer fonctionne de bout en bout. Ce n'est pas ça, l'attente. Mais l'attente, c'est plus que la personne comprenne ce que c'est qu'un modèle, comment ça fonctionne. Quand on parle de token, c'est quoi un token ? Comment est-ce qu'on a eu cette réponse qui a été générée par le modèle, etc. Il faut un minimum de compréhension là-dedans. Tout simplement parce que si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne va pas en faire un bon usage. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est ça ma réponse. Il y a des dérives, effectivement, si on ne comprend pas bien. Il y a 2 dérives qui me viennent en tête, y compris le shadow AI. Mais première dérive, c'est en entreprise, on voit ça souvent où les personnes haut placées, donc qui sont décisionnaires finalement, mais qui n'ont pas forcément pris le temps de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que un modèle, ce que c'est qu'un LLM, ce que c'est qu'un agent, ce que c'est que le Gen AI. Toutes ces personnes-là qui découvrent parce qu'il y a un hype autour de l'intelligence artificielle et qui veulent l'utiliser absolument, mais sans comprendre les fondements, sans comprendre la base même. Parce que ces personnes-là sont décisionnaires, elles vont imposer leur point de vue et leur choix et leur décision d'utiliser l'intelligence artificielle sans prendre en compte les limitations de l'outil, sans prendre en compte le fait que, comme on disait tout à l'heure, ça peut ne pas s'imbriquer dans l'existant, sans prendre en compte que des fois on peut avoir un gros fail, ça peut ne pas marcher en fait. Donc ça crée vraiment une dérive parce que on a toute une équipe technique en dessous qui est experte en la matière et qui sait qu'il y a des limitations, mais comme la décision vient d'en haut, des fois ça crée vraiment un niveau de frustration et des fois des échecs aussi qu'on aurait pu éviter. Donc pour moi ça c'est une grosse dérive, c'est dommage mais ça arrive encore souvent. Et puis deuxième dérive effectivement shadow AI, c'est-à-dire quelqu'un qui s'improvise connaisseur en AI et qui veut amener... utiliser son outil comme ça sans que ce soit forcément proprement approuvé par l'entreprise, qui prend pas en compte les questions de gouvernance, de sécurité de données, etc. et qui va juste jeter des données confidentielles dans l'intelligence artificielle sans se dire qu'il y a un risque en fait, parce que l'information, la donnée peut être volée. Ben ça crée des problèmes en cybersécurité, en sécurité tout court. Ça c'est très dangereux. Malheureusement, encore une fois, on voit aussi ce cas de figure-là de nos jours. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendues dire « Ah, mais j'ai pris tel fichier et j'ai donné à un GPT et j'ai demandé génère-moi un rapport ».
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contexte d'entreprise, ça, c'est très dangereux à faire. Donc, j'espère que les formations d'entreprise et tout ça vont aider à une prise de conscience, on va dire. Par quoi commencer cette semaine pour un non-tech qui voudrait commencer avec AI? Tu conseillerais quoi? Quelqu'un qui n'est pas du tout exposé. Je dirais le plus simple, c'est déjà de faire des formations. Aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes en ligne qui proposent des formations à pas cher et qui couvrent vraiment l'intégralité de la notion de AI. Donc, je pense que pour avoir une idée, un minimum de base, en fait, de compréhension de l'intelligence artificielle, peut-être commencer avec une formation. Ça, je pense que c'est le strict minimum nécessaire. Après ça, avec le temps, moi, je pense que c'est très important de jouer avec, de tester. Une formation, ça reste quelque chose où on nous inculque l'information, mais si on ne joue pas et on ne teste pas, on ne peut pas comprendre forcément tous les aspects de l'intelligence artificielle. Donc, avoir une exposition, c'est très important, je dirais. Et puis, être entouré de personnes passionnées dans ce domaine-là. C'est pour ça que même moi, à mon niveau, je vais souvent dans des conférences, etc. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que moi, toujours quelqu'un qui a testé des choses que moi, je n'ai pas encore testées, qui va m'en parler et qui va générer une curiosité. Donc, être entouré aussi d'une communauté en intelligence artificielle. Là, je pense qu'on a posé les bases. OK, parfait. Maintenant, parlons de ce qui inquiète vraiment les gens. Leur travail, leur avenir, leurs valeurs. Je veux changer de vitesse un petit peu. Mm-hmm. Je vais formuler des questions plus courtes et tu réponds avec ta première réaction. OK. T'es prête? Oui. L'Organisation internationale du travail, agence spécialisée de l'ONU, a publié en 2025 un indice mondial mesurant l'exposition des différents métiers à l'IA générative, notamment le travail de bureau. Et ce dernier nous dit qu'un emploi sur 4 dans le monde est exposé à l'IA générative. Mais la plupart des emplois seraient transformés plutôt que supprimés. Quand on lit que l'IA va transformer une grande partie des emplois d'ici 2030, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui entend seulement « je vais perdre ma job », comme on dit en bon québécois? J'ai déjà eu beaucoup de conversations à ce sujet-là. Non, moi je pense que la job en elle-même ne sera pas perdue, mais elle va changer de format. Par exemple, pour prendre l'exemple d'un data scientist classique, il n'existera pas sous ce format-là. Mais il va exister dans un monde avec des agents qui vont faire la plupart des tâches qu'il faisait. Donc, le data scientist va faire d'autres types de tâches, en fait. Le format va changer, mais la nature ne va pas changer. Donc, si le travail change, forcément, l'éducation doit changer aussi. Parce qu'on ne peut pas préparer les jeunes à un monde transformé avec les réflexes d'hier. Pour les jeunes générations, est-ce qu'on devrait enseigner l'IA comme on enseigne les maths, l'écriture ou Excel? Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est inéluctable. Ça c'est inéluctable. D'abord, ils sont nés à l'ère de l'IA. Donc, ils sont déjà forcément exposés, ne fût-ce qu'avec leur téléphone, leur tablette et l'ordinateur. Mais oui, il faut que ce soit quelque chose d'assez démocratisé, assez accessible, parce que c'est la génération qui va utiliser ces outils-là plus que nous. Nous, on est les premiers à rentrer dedans, mais eux, ils vont l'utiliser beaucoup plus. Donc oui, c'est très important de vraiment les exposer le plus tôt possible, je dirais même. Et qui enseigne la pensée critique dans tout ça ? Alors ça, c'est la deuxième question à $1 million, qui mérite aussi, comme je disais, d'être posée. La pensée critique, alors encore une fois, je donnerai mon opinion personnelle, mais pour moi, elle est en train de se perdre. Elle est déjà en train de se perdre. ChatGPT, dans sa version ancienne, est sorti en 2022. On est en 2026. En 4 ans, je trouve que la pensée critique, c'est beaucoup, beaucoup perdu. Malheureusement, l'usage que les gens font de l'intelligence artificielle, ça se résume à je prompte, je copie-colle, sans analyser, sans faire du fact-checking, sans valider même si la réponse, elle tient la route ou pas. Ça, c'est un usage très, très basique et qui peut être très erroné aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne réfléchissent plus autant qu'avant, par eux-mêmes, on va dire. Ça veut dire aussi que l'intelligence humaine est un peu en train d'être remplacée par une intelligence artificielle. Donc, c'est une menace pour l'intelligence humaine, selon moi.
si on n'en fait pas un bon usage, effectivement, là, on va dans une dérive. Et derrière l'éducation, il y a une fracture plus large qui se dessine, non ? Pas seulement entre ceux qui ont accès aux outils et ceux qui n'y ont pas accès, mais entre ceux qui savent quoi en faire et les autres. Est-ce que la fracture de demain, ce sera entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas ? Je dirais, je pense demain, tout le monde va utiliser l'IA. Moi, je pense que la fracture, c'est entre ceux qui l'utilisent intelligemment et ceux qui ne l'utilisent pas intelligemment. C'est là la vraie fracture. Tout le monde sera exposé, mais pas de la même manière. Pour les entrepreneurs, cette fracture est encore plus concrète. Elle peut devenir un avantage concurrentiel. Et je pense particulièrement à ceux qui ont souvent peur de prendre du retard. Si tu devais leur donner une feuille de route IA en 3 étapes, ça serait quoi ? Alors, ce serait vraiment trouver un terrain fertile, c'est-à-dire vraiment de quoi appliquer l'IA, s'équiper comme il faut et toujours aller chercher les nouveautés. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le besoin à la fois d'avoir ce qu'il faut comme outil et comme équipement humain et matériel, mais aussi d'aller récupérer les bons problèmes qu'il faut. Une fois qu'on parle de stratégie, j'ai envie de regarder plus loin. Ce futur assez proche pour nous concerner, mais assez loin pour nous surprendre. Dans 5 ans, qu'est-ce qui sera complètement normal avec l'IA et qui nous semble encore fou aujourd'hui ? Dans 5 ans, on aura des assistants, des agents assistants, et on n'aura peut-être pas d'assistants humains. On aura des agents qui vont s'occuper de toutes les tâches répétitives, de tout ce qui prend du temps en fait. Tout ça, ce sera géré par une orchestration d'agents. Et donc, au final, dans 5 ans, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'une grosse équipe à 20 personnes, mais juste de 2 personnes qui vont s'occuper des agents. Et dans ce futur, il y a une peur qui revient incessamment chez les créatifs. Si l'IA banalise leur travail, si tout le monde peut produire plus vite, qu'est-ce qui garde encore de la valeur ? Qu'est-ce qui reste profondément humain dans la création ? Pour moi, la création, elle part d'une expérience humaine. C'est-à-dire, pour pouvoir créer, il a fallu soit qu'on ait vécu quelque chose ou qu'on ait été témoin de quelque chose. Donc, c'est une expérience humaine qu'on traduit ensuite en utilisant tel ou tel format. Ça, l'intelligence artificielle, je doute que ça puisse faire la même chose avec la même qualité. C'est-à-dire que pour moi, l'humain continuera toujours à créer quelque chose qui soit nouveau. On peut prendre un exemple. On fait des films depuis la nuit des temps. Mais il y a toujours chaque année de nouveaux films qui sortent et qui nous font waouh. Parce qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une manière de présenter l'histoire, etc. L'intelligence artificielle, je doute que ça soit capable de nouveautés, de nous surprendre à chaque fois. Ce que l'intelligence artificielle fait, c'est juste de se baser sur tout ce que ça a appris de l'existant et de nous mixer ça et de nous sortir une facette qui prend tout ce que ça a appris, en fait. Mais est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de créer au sens humain du terme, c'est-à-dire de nous surprendre, d'aller chercher nos émotions, d'aller nous toucher? Ça, je doute. Alors aujourd'hui, on le voit déjà dans YouTube, par exemple, il y a déjà un stock incroyable de musique générée par l'intelligence artificielle. C'est de belle qualité, ça sonne bien, etc., etc. Mais ça sonne quand même comme quelque chose qu'on a déjà entendu. Alors, on ne pourra jamais dire ça ressemble à telle chanson. C'est un ensemble de morceaux qui ont été mis ensemble pour générer justement cette musique-là. Mais est-ce que ça va nous toucher autant que si c'était un être humain ? C'est là où je me dis, on a encore un peu de temps là pour créer tout ça. On n'est pas encore remplacé par des robots. On a parlé de travail, école, entrepreneuriat, création. Je veux finir cette rafale par une question volontairement trop grande, mais révélatrice. L'IA sauvera-t-elle le monde ou la mettra-t-elle en danger ? Une phrase.
Elle la mettra en danger si elle est mal utilisée, elle la sauvera si elle est utilisée intelligemment. Et justement, quand on parle d'IA comme d'un outil du quotidien, il y a une dimension qu'on oublie souvent. Ce ne sont pas seulement des produits. Et je veux t'amener sur une actualité très récente et assez troublante d'ailleurs. On parle souvent de l'IA comme d'un outil accessible à tous, mais là, on vient de voir que le gouvernement américain a demandé à Anthropic de suspendre l'accès à ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, même des employés étrangers de l'entreprise. Donc, ma question est simple. Est-ce qu'on vient de passer un cap où les meilleurs modèles IA ne sont plus juste des produits tech, mais des actifs stratégiques contrôlés comme des technologies sensibles ? Je pense que oui. Je pense que à partir du moment où ça a été rendu public, ces modèles-là seront forcément prônes à des restrictions, des abus, un mauvais usage aussi. Donc oui, je pense qu'on est à l'étape d'après, où ce n'est plus des petits jouets comme ça, issus de la recherche en informatique. Là, c'est devenu un asset, là, comme on disait, c'est-à-dire n'importe qui peut en faire l'usage qu'il veut finalement. Et n'importe qui peut mettre les restrictions qu'il faut. Alors pour revenir sur l'histoire de Claude, il y a quand même une précédence à cette histoire avec le gouvernement américain. Je ne rentrerai pas dans la politique, mais il y a eu un premier volet d'histoire qui a mené à ce deuxième volet. J'ose espérer que ces restrictions seront levées. Parce que je pense qu'à la base, les maisons mères qui ont créé ces modèles-là, les ont créés pour tout le monde, pas pour un groupe de personnes particulier. Mais c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver. Alors la politique est rentrée déjà dans tout ce qui est intelligence artificielle et on en est témoin chaque jour maintenant depuis quelque temps. Est-ce qu'on est trop dépendant de quelques acteurs américains pour nos outils IA ? Et qu'est-ce que ça implique pour les entreprises en Europe ou au Canada ? On est dépendant des Big Four, les plus connus, mais je garde espoir. Quand je regarde à Mistral ou Cohere est basé ici au Canada et d'ailleurs leurs locaux sont dans les locaux du Mila. Je me dis qu'il y a de l'espoir. Mistral vient de s'installer aussi à Montréal. C'est une entreprise française et c'est très, très prometteur. Je mentionnerai vite fait DeepSeek. Je sais que c'est très controversé de ce côté-ci de l'océan, mais DeepSeek, entreprise chinoise, a aussi vraiment beaucoup de potentiel. Donc, c'est les modèles américains qui prédominent aujourd'hui, mais peut-être pas pour longtemps. Il y a d'autres acteurs d'ailleurs qui viennent et qui sont en train de conquérir le marché et qui vont prendre leur place. Chacun aura sa couleur, comme je disais tout à l'heure, mais ils auront quand même leur place. Donc peut-être qu'on s'affranchira justement de ce genre de restrictions politiques à l'américaine. Concrètement, c'est quoi un plan B quand ton outil IA principal disparaît ou change ses règles du jour au lendemain ? Alors, le plan B immédiat, c'est d'utiliser un autre outil. Mais si tous les outils sont restreints, là, je pense qu'il va falloir qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse un peu parce que je pense que la dépendance, elle est déjà là, malheureusement. On est tous maintenant dépendants quelque part de l'intelligence artificielle, pratiquement tous, je dirais. Donc, si on nous enlève ça du jour au lendemain, je pense qu'il y aura une crise. Je ne sais pas sous quelle forme elle va s'exprimer, mais il y aura une crise. Mais je pense qu'on est loin de là, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui proposent une diversité d'outils. Alors, si, mettons, les Big Four sont restreints, il y a des autres acteurs qui sont là, qu'on vient de citer, mais il y en a d'autres. Là, il y a des modèles qui sont peu connus, mais qui sont très utilisés, qui sont utiles aussi dans la science, dans la recherche, etc. Je pense à DBRX, je pense à d'autres aussi comme ça. Donc, c'est pas comme si on n'a plus de modèles AI à utiliser. Donc, je pense qu'on est loin du scénario catastrophe. Mais si ça arrive, il va falloir s'asseoir pour réfléchir un peu. Parce que la dépendance, elle est déjà là, en fait. Si l'IA transforme nos métiers, elle transforme aussi ce qu'on doit transmettre aux prochaines générations. Ce sujet de souveraineté nous ramène à une question très personnelle pour toi. Si l'IA devient plus puissante, plus autonome,
plus centrale, qu'est-ce que ça veut dire pour ton propre métier ? L'IA va-t-elle remplacer les data scientists dans 10 ans ? Non, comme je disais un peu, la nature du travail des data scientists va changer. Déjà, ça a changé. Je me vois il y a 10-15 ans et je me vois aujourd'hui et je remarque que je code très très peu de nos jours. J'ai un code qui m'est généré automatiquement, mais je dois quand même donner les bonnes instructions pour que le bon code soit généré. Il faut que je repasse derrière aussi pour corriger, ajuster. Mais je passe très peu de temps à essayer de coder de bout en bout par moi-même. Donc la nature du travail est la même, mais la forme a changé. Déjà, je remarque que j'ai gagné un peu de temps par rapport à ça. Mais je continuerai à gagner un peu plus de temps. Mais ça veut aussi dire que peut-être les data scientists ne seront plus amenés à s'occuper de la partie technique, c'est-à-dire la partie Python, code, etc. Peut-être qu'on sera plus amené à travailler plus sur le problème, sur la définition du problème, sur les solutions possibles, etc. Donc on va plus solutionner que d'être la main vraiment dans le code et à coder. Donc ça a déjà commencé et dans 10 ans, je pense que c'est ça. On sera... la Soraya data scientist que je suis sera assez traditionnelle en fait, parce que dans 10 ans, il y aura une autre version d'une Soraya data scientist ou quelqu'un d'autre qui peut-être aura trouvé l'harmonie avec les agents. Et quand on regarde son propre métier avec autant de lucidité, ça amène souvent une autre question. Avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais autrement dans ta carrière ? C'est une bonne question. Je me suis souvent posé la question de est-ce que j'ai mené ma barque comme il fallait. Encore aujourd'hui, j'ai un collègue qui me disait « Tu as fait le bon choix d'avoir saisi la vague au bon moment », ce qui m'a fait sourire. Mais je pense que j'aurais changé, j'aurais peut-être été travailler dans les GAFAM en début de carrière. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un concours de circonstances qui a fait que je suis tombée dedans, etc. Et puis, j'ai un peu suivi les opportunités. J'ai fait les banques, j'ai fait la santé, etc. Mais si c'était à refaire, j'irais peut-être chez Microsoft ou... Alors, je ne suis pas du tout en train de faire la publicité, mais c'est juste pour dire que ces milieux-là nous permettent d'être exposés, de rentrer dans le vif du sujet très vite, très tôt. Et j'aurais aimé avoir ça pour être mieux équipée, parce que ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. Là, avec mon parcours actuel, il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre et j'apprends toujours, etc. On apprendra toujours de toute façon, mais je pense des fois, il y a eu des pertes de temps parce qu'il y a des notions de base qui m'avaient échappé, que peut-être j'aurais eu si j'étais dans les GAFAM en début de carrière. Je veux revenir à quelque chose de plus intime, mais aussi plus utile pour celles qui écoutent et qui se demandent si elles ont leur place dans ce milieu. Si tu devais envoyer un seul message à toutes les femmes ou même les jeunes filles qui hésitent à entrer dans la data ou l'IA, ce serait quoi ? Allez-y, foncez. Foncez, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les formations, il y a les conférences, il y a les personnes. Contactez les personnes dans le milieu. Discutez, apprenez, formez-vous et ensuite lancez-vous, chassez votre première expérience dans une entreprise, concrétisez l'aventure et voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et pour terminer avec toi, pas seulement l'experte mais la personne, j'ai envie de te projeter un peu. Dans 5 ans, Soraya, elle fait quoi ? Qui sait ? Moi, je suis un peu le flow. Il y a une vague, je l'ai prise et je continue de la surfer. Je suis curieuse, donc je continuerai à apprendre et je continuerai à transmettre ce que j'ai appris. Donc peut-être dans 5 ans, je serai beaucoup plus versée du côté de l'enseignement, peut-être, et un peu moins dans tout ce qui est corporatif, peut-être. C'est ce que je me dis, mais on verra. Je prendrai les choses comme elles viendront. Soraya, je vais te garder encore avec moi 1 minute parce que j'aimerais faire ce que j'aime faire à la fin du clan. Ramasser ce qu'on vient d'entendre en 3 idées simples. Alors, toi qui m'écoutes, avant de te laisser partir, je veux partager ce que moi j'emporte de cette conversation.
Parce qu'un épisode sans leçon claire, c'est un épisode oublié. Leçon numéro 1, l'IA n'est pas une technologie à craindre, c'est un langage à apprendre. Ce que Soraya nous montre, c'est que comprendre l'IA ne demande pas un doctorat, ça demande de la curiosité et surtout de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'un modèle ? Qu'est-ce qu'un token ? Pourquoi une réponse a été générée ? T'as pas besoin de savoir coder, par contre, t'as besoin de savoir ce que t'es en train de faire. Parce que dès que t'es plus vraiment au clair, c'est là que les dérives commencent. Soraya en nomme 2 très évidentes. La première, c'est des décisions prises sans vraie compréhension derrière. Des dirigeants qui imposent l'IA d'en haut, sans voir les limites, sans écouter les équipes. Sur le papier, ça fait bien, mais dans la réalité, ça ne tient pas. La deuxième, c'est le shadow AI. Et là, c'est plus silencieux et beaucoup plus dangereux. Des employés utilisent ChatGPT sans cadre, ils copient-collent des données sensibles sans vraiment y penser, et d'un coup, ces informations se retrouvent ailleurs. C'est invisible, c'est incontrôlé, et c'est exactement comme ça que les problèmes commencent. Leçon numéro 2, le milieu technique a besoin de plus de voix de femmes. Et c'est exactement pour ça que ces voix-là doivent prendre plus de place. Pas demain, maintenant. Car il n'est pas question de compétences, mais il est question de visibilité et d'écoute. Soraya met des mots très justes là-dessus. Un homme qui maîtrise quelque chose va le faire savoir. Une femme, souvent, sera plus discrète. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'elle en sait moins. Ça veut juste dire qu'on ne l'écoute pas de la même façon. Leçon numéro 3, l'agentique AI n'est pas de la science-fiction. C'est déjà là. On en parle encore comme du futur. Mais en réalité, on est déjà dedans. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si tu vas l'utiliser. Le vrai enjeu, c'est est-ce que tu vas savoir t'en servir intelligemment. Parce qu'il y a un chiffre qui frappe. Dans 5 ans, une équipe de 20 personnes pourrait n'en compter que 2. Non pas parce que le travail disparaît, mais parce qu'il sera orchestré autrement, par des agents. Et de plus en plus, ce seront eux qui feront le relais. Leçon numéro 4, le vrai obstacle n'est pas technique, c'est organisationnel. Aujourd'hui, faire une démo, c'est facile. Tu lances un agent, tu fais une preuve de concept, et tout le monde est impressionné. Mais passer de la démo à quelque chose qui fonctionne vraiment, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut intégrer ça dans une réalité. Les données, la sécurité, la confidentialité, la gouvernance, et c'est exactement là que la plupart des projets se bloquent. Pas à cause des outils, mais à cause des fondations. Je veux finir avec quelque chose de très concret. Après cette conversation, qu'est-ce qu'on fait demain matin ? Si tu repars avec une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. L'IA ne remplace pas automatiquement les humains. Elle transforme surtout nos façons de travailler, créer, apprendre et décider. Et peut-être que le plus important, ce n'est pas d'avoir peur d'être remplacé, c'est de se demander ce qu'on veut renforcer en nous. Et pour les entrepreneurs, les professionnels, les créatifs, les étudiants, les parents qui nous écoutent, l'IA est déjà dans la pièce. À nous de décider si on reste spectateur ou si on apprend à jouer avec elle. On n'a pas besoin de tout maîtriser demain matin, mais on a besoin de commencer à comprendre pour ne pas subir ce changement, mais apprendre à s'en servir. Ce qu'il faut se demander maintenant, c'est quelle place veux-tu occuper dans ce nouveau monde ? Soraya, avant qu'on te laisse partir, si des personnes veulent suivre ton travail, découvrir tes projets ou simplement entrer en contact avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver ? Sur LinkedIn, Soraya Cristina, et ils me retrouveront là-bas. On ajoutera tes coordonnées. Et d'ailleurs, y a-t-il un projet ou une initiative ou quelque chose sur lequel tu travailles actuellement que tu aimerais mettre en lumière ? Alors, c'est une surprise que je prépare, mais c'est dans le four depuis à peu près 3 mois maintenant. Ça s'en vient, mais c'est quelque chose pour faciliter l'adoption de l'AI, ou en tout cas l'enseignement dans le AI. Donc il faut absolument te suivre. Il faut me suivre, ça s'en vient. Super.
Pour plus d'épisodes comme celui-ci, abonne-toi au clan. Merci Soraya d'avoir rendu ce sujet plus humain, plus clair et moins intimidant. Et toi qui m'écoutes, au début de l'épisode, je t'ai demandé de choisir un mythe. 1, 2 ou 3. Alors retourne à ton commentaire ou écris maintenant si tu ne l'as pas encore fait et dis-moi, est-ce que ton mythe vient de mourir ou a-t-il survécu parce que t'es encore un peu dans le déni ? Dis-moi en commentaire lequel c'était et surtout ce que t'acceptes ou pas de voir différemment maintenant. Je lirai vos réponses et qui sait, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. C'est dans le sac. Merci d'avoir été là, c'était Marie-Clara et t'écoutais Le Clan.